Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Olivier Vincent, qui est à la fois professeur de judo, professeur de PS, ancien étudiant STAPS, puisqu'on faisait partie de la même promotion tous les deux. Donc c'est un vrai plaisir de te retrouver quelques années plus tard, Olivier. Et puis surtout, un grand merci à toi pour avoir accepté notre invitation. Donc Olivier, sur le même format que les deux premières conférences que furent celles de Franck Doudet et d'Arnaud Bessa, va vous présenter son métier, ses métiers, puisque Olivier a plusieurs métiers. Et Originals, aujourd'hui, on va travailler sans filet, on va travailler sans slide, donc sans PowerPoint. Nous, on a fait toutes nos études comme ça, et Olivier a trouvé que c'était pas mal de revenir sur cette organisation-là. Donc, comme toujours, un groupe rapporteur. Vous êtes 6, c'est bon. Donc, tout le monde est là, a priori. Vous avez un micro, cette fois, pour poser des questions. C'est plus pratique pour l'enregistrement vidéo. Et c'est une conférence qu'Olivier a accepté qu'on enregistre. Donc, vous pourrez la revoir sur YouTube. Elle sera mise en ligne sur YouTube et sur LinkedIn, puisque je travaille sur les réseaux sociaux professionnels. Ça marche? Donc, Olivier, bienvenue à toi. Merci. Et on te laisse la parole. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous prenez le micro et vous levez la main. Bon, effectivement, merci de m'avoir invité, déjà. Ça fait toujours un petit peu bizarre de passer de l'autre côté, puisqu'il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, nous étions en face. Donc, ça prouve que le temps passe. Effectivement, je n'ai pas voulu de PowerPoint, parce que je voulais que ce soit une conférence, entre guillemets, interactive. Je voulais aussi voilà, que vous interveniez à n'importe quel moment et que ce ne soit pas monotone. Et en plus, honnêtement, je ne suis pas conférencier. Je me considère comme un homme de terrain. Donc, c'était difficile pour moi de dire, allez, on va faire... Donc voilà, j'ai un papier à l'ancienne avec mon plan, pour éviter de trop m'écarter, parce qu'effectivement, ça pourrait après déborder dans n'importe quelle direction. Et puis voilà. Puis si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Le but, c'est pas de parler comme un ancien qui aurait fait mieux ou moins bien que les... Le but, c'est de partager. Donc voilà. Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai accepté l'invitation. C'est parce que Frédéric était intéressé par mon double profil. Et que transmettre, ça fait un peu partie de mon ADN, je veux dire, et que je prends des stagiaires troisième, des fois en cours, je prends des stagiaires aussi au sein du club. Donc je me dis que si nous ne transmettons pas, qui va transmettre? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté, et que si je vous fais progresser dans votre réflexion, déjà j'en serais très ravi. Donc, je vous prie de m'excuser déjà pour toutes les théories ou techniques de conférences que je n'ai pas. Je suis vraiment, comme je disais, non, t'as pas à être désolé. un homme de terrain. C'est ce qui nous intéresse, nous. C'est voilà. Le côté pratico-pratique. Pratico-pratique, voilà, ça me va bien. Voilà. Ça me va très très bien. Et donc, la théorie, on la fera dans les cours. En fait, tout simplement, je suis désolé pour ceux qui prennent note, parce qu'ils sont habitués au PowerPoint. Au contraire, c'est très, très j'ai structuré, donc ça, puis c'est pas non plus très compliqué. C'est quand même... ça tourne quand même essentiellement autour de la pratique. J'ai composé, en fait, j'ai voulu vous raconter un petit peu mon cursus, parce que, en fait, il n'est pas si linéaire que ça. Et puis, ensuite, parler de ma double activité et le fait de justement d'avoir une double activité, les avantages et les inconvénients. Donc, en fait, j'ai fait comme tous ici, certainement. J'ai fait un bac général. Il faut savoir que pour la petite histoire, je voulais être prof de PS depuis le collège. Donc j'avais ça en tête, 6e, 5e, puis après on avance. Et puis après, il y a des choses qui se compliquent. Alors, dès le collège, le professeur de PS, oui. Ouais, mais donc tu étais déjà en relation avec le sport. Ah oui. J'ai toujours pratiqué le sport. J'ai touché à tout. J'ai surtout fait jeune du judo et du football. Le football, parce que à la base, on est issu d'une famille de footballeurs. Voilà. Donc, je crois que tu viens de la région du Nord. Voilà, je suis originaire du Nord. Et dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait été très célèbre à l'époque de Raymond Coppa, qui
qui était très réputé. Donc forcément, il Les portait le footballeurs. même nom que moi, hein, Vincent, donc Jean-Vincent. Jean-Vincent, un Alors grand j'ai entraîneur de regardé, notre il a, époque. parce que moi je le côtoyais comme ça, mais je ne connaissais pas son palmarès. Il a fait 3e à la Coupe du Monde en 58. Voilà. Donc c'est les Et c'est premières la- équipes de France à faire ce beau à résultat. avoir fait un podium à la Coupe du Monde. Et il a eu une grosse carrière de joueur, puisqu'il a joué à Lille, Reims et en équipe de France. Et après, il a aussi une grosse carrière d'entraîneur, puisqu'il était entraîneur je crois, Stade Malherbe, en tant que entraîneur. Après, c'est surtout Nantes. Hein, Et puis après, Nantes et le Cameroun. Voilà, pour la Coupe du Monde. Alors, exact, il a fini sa carrière comme voilà. ça. Alors les anciens le connaissent, parce que forcément, nous, dans les années 80, on regardait la télé. Ben voilà, on Et était fans. vous, dans les années 80, vous n'étiez pas nés. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Voilà. Donc du coup, voilà, je pars sur l'idée de faire prof de PS. Je tente le concours, puisqu'à l'époque, ce n'était que des concours. Donc pour moi, c'était naturel. Alors, tu étais déjà sorti du lycée pour Oui. préparer le concours. Oui, Tu oui. étais Alors- passé par... alors, excuse-moi, je reviens un petit peu, pas à pas. Le collège, le lycée, donc tu fais un lycée avec une section sportive ou tu continues ta pratique Alors, de judo J'ai fait judo, Excuse-moi, je suis un peu où je dans le m'impliquais détail. un peu plus sur la compétition, puisque effectivement, je pense que c'est un passage un peu obligatoire de goûter à la compétition, même si derrière tout le monde ne performe pas. Mais oui, j'ai toujours fait du sport, énormément. Et au lycée, il y avait une section, c'était les premières années où ça existait, c'était l'option EPS au lycée. En fait, il y avait 3 heures d'EPS en plus pour une section. Ça a été supprimé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Oui, ça, c'est Et pas une section sportive. comme les options au bac, d'ailleurs, qui ont été supprimées, puisque ça fait 3 ans qu'il n'y a plus d'options Alors ni maintenant, on a ni quand judo, même ni... ouais, alors, par contre, c'est plus centré sur une activité, mais on a une option EPS maintenant et une spécialité EPPCS sur les lycées. D'accord. Nous, ce n'était pas une activité au lycée, c'était multi-activité. D'accord. Mais donc voilà, c'était le début, je crois que c'était les années 84, vous voyez, pour me rappeler un peu. Donc voilà, et puis... Tu reprends STAPS ensuite Comment ça s'est passé Non, comme j'ai passé à Lille, et que Lille, Intéressant. le concours était en septembre. En fait, par rapport à vous, il n'y avait que 20 UFR STAPS en France, donc on ne faisait pas ce qu'on voulait. Moi, dans ma région, il n'y en avait qu'une. Ensuite, il fallait rentrer sur concours. Donc on appelait ça Doc 0. Sur Caen et sur Lille, c'était des concours sportifs. Mais sur Marseille, c'était par exemple un écrit de 4 heures avec une épreuve. Voilà. Après, quand on était listé au niveau, on pouvait rentrer ailleurs. Donc moi, j'ai voulu passer Lille parce que c'était ma région natale. Et ce qui s'est avéré, c'est que j'ai pas eu le concours de Lille. Donc, parce qu'il était en septembre. Et que ça a été difficile après pour moi de me retourner parce que tous les concours étaient passés. Donc je me retrouve, alors pour la petite histoire, il y avait 600 candidats, il y avait 56 places en première année, et je crois que j'ai terminé 88 ou 89. Ah, il n'y avait pas de liste d'attente alors. Non, pas de liste d'attente. Et puis la liste d'attente, elle était complète. À Caen, il y en avait une, je pense. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas rentrer à la fac STAPS, l'UFR STAPS? J'ai pris une carte d'étudiant en droit. Oui, Pour possible. Pour la petite histoire, c'est parce que je crois que c'est eux qui reprenaient le plus tard. Donc tient voilà, pas à grand-chose, c'était des pas fois. forcément la meilleure option. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. C'était vraiment la filière sportive que je voulais. Et j'étais déjà judoka. J'étais ceinture noire 2e dan. Et du Donc coup, tu avais quand même un processus judoka quand même bien affirmé, quoi. oui. Le 2e dan, c'est quand même pas enfin, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, Voilà. c'est un suivi de formation important. Alors c'est difficile, ça dépend où on met le curseur. C'est difficile pour moi, peut-être pour tout le monde, de dire j'ai un bon niveau, j'ai un très bon niveau, j'ai un excellent niveau. Ça dépend qui vous côtoyez. C'est un niveau de pratique, on va dire, qui nécessite un investissement et un niveau de compétence. Mais c'est pas non plus... voilà, j'étais pas champion du monde, quoi, parce que j'étais 2e dan. Bien sûr. Pour comparer, j'aimais passer les grades parce que ça se présentait. Et puis j'avais un niveau régional, interrégional en junior, donc c'était pas non plus exceptionnel. Hein.
Mais donc, du coup, mon club formateur, me propose de commencer la formation brevet d'État. Ah, donc j'ai attaqué une formation brevet d'État en week-end. Ça s'appelait l'école des cadres. Ça n'existe plus non plus. Voilà, ça demandait un sacré investissement, toi, entre tes études et puis. Alors, j'étais pas. Alors, j'allais plus à la fac. Hein. Dire, le droit. Le droit, c'était pas ton truc. C'était une autre option. Hein. J'avais tenté de rentrer dans l'armée, mais c'était trop tard. Donc, j'ai dit, allez, je vais faire des formations sportives. Donc, on me propose l'école des cadres. C'était faire son brevet d'État en 2 ans. Moi, je trouvais que c'était intéressant. 8 week-ends par an, donc 16 week-ends, pour vous présenter un examen dit le BE, brevet d'État. Qui te permet d'enseigner et d'être rémunéré, voilà. Puisque tu es reconnu par la jeunesse et sport. Depuis 1984, vous devez être titulaire d'un brevet d'État si vous voulez être rémunéré. Voilà. Sinon, maintenant, il y a le CQP qui permet une rémunération. Et puis, on a le DGEPS qui a remplacé voilà. le brevet Alors maintenant, il y a un brevet professionnel qui, ensuite, avec un niveau supérieur où il y a le DE, puis après, il y a le DES, voilà, c'est ça, DGEPS. Tu as DGEPS et DESGEPS qui correspondaient au BE2. Quoi. Nous, à l'époque, c'était BE1, BE2, BE3. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais ça. Et entre-temps, je rentre au CREPS à Wattignies, où là, on me fait un bloc complet de 2 mois et demi pour passer secourisme, réanimation, tronc commun. Parce qu'en fait, pour passer un brevet d'État à l'époque, il fallait une partie commune qui correspondait à 7 semaines de cours et puis une partie spécifique. Et moi, j'étais spécifique judo. Et donc, ils m'ont fait passer le tronc commun. Pour la petite histoire, quand nous, on a eu notre 2e année, on a eu l'équivalence du tronc commun 1er degré. Et quand on a eu notre licence, on a eu l'équivalence du tronc commun 2e degré. Alors tout ça, ça a évolué. Hein. J'ai cru comprendre que c'était plus du tout pareil. Non, on a chaque secteur de formation, voilà. Alors les équivalences... Ça dépend des fédérations, voilà, ça dépend des... Voilà. Au judo, c'est ça n'empêche qu'avec votre licence entraînement sportif, vous avez une valeur qu'il faut naturellement, vis-à-vis des fédérations, quand même monnayer, enfin, mettre en avant. Et c'est l'expérience que vous avez sur le terrain, comme Olivier s'emploie à vous l'expliquer, qui fera la différence dans vos formations fédérales. Voilà, donc du coup, je suis rentré ce qu'ils appelaient à l'époque RS, École régionale d'éducateurs sportifs, puisque quand vous êtes brevet d'État, vous êtes un éducateur sportif. Donc, tu n'es pas du tout pas par la structure CREPS à l'époque. Alors, le CREPS... Alors, c'était le lieu de formation. Voilà, le CREPS, c'était devenu un lieu de formation, parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire, c'est que jusqu'en 84, on pouvait être prof de PS avec 2 filières, CREPS ou UREPS, ça ne s'appelait pas UFR STAPS. Exact. Donc là, on parle vraiment comme des vieux historiens. Non, mais c'est la vérité. Mais CREPS, il faut revenir UREPS, dessus. Et moi, je suis arrivé à l'UREPS, et après, c'est devenu UFR STAPS. Ouais. Et avant UREPS, ça s'appelait IREP. Donc, vous voyez, les appellations ont changé. Et le CREPS, effectivement, quand on sortait du CREPS, on était pris sur une spécialité. 3 ans, on était rémunéré, et on était sûr quasiment d'avoir le concours à la fin. Mais vous étiez professeur adjoint. C'est ça. Voilà. Donc, on n'enseignait qu'en collège. Et il y avait l'UREPS qui permettait de valider la licence et en même temps de passer le CAPEPS. Et donc, qui vous donnait l'accès à enseigner comme professeur collège et lycée, voire même après université, hein, puisque c'était les seuls diplômes qui existaient. En 84, il me semble, il y a eu la réforme du sport et ils ont arrêté la loi en tout cas sur les professeurs adjoints. Tout à fait. Donc il ne restait plus que l'UREPS. Donc moi, CREPS, c'était le lieu de formation. Mais c'était une formation fédérale en fait avec le judo. C'était des formations fédérales reconnues par la jeunesse. Vous comprenez bien le système. Il y a une filière à l'époque, il y avait 2 filières qui permettaient de devenir prof de PS dans les lycées et les collèges, d'accord. Et puis de l'autre côté, les formations fédérales qui là relèvent du ministère Jeunesse et Sport. Et puisque ce qu'on a vu avec nos 2 premiers intervenants, qui ont eux leur professorat de sport et délégués dans les fédérations. Hein, et à partir de là, eh bien, les 2 filières sont bien distinctes. Et aujourd'hui, elles sont totalement distinctes. Voilà. Donc voilà, au final, j'arrive à Caen, par hasard. Je n'avais pas fait beaucoup de géographie, donc ça me semblait super loin. Donc en fait, c'est un copain de terminale qui m'a dit ils font tennis de table à Caen. Ça serait bien qu'on passe le concours à Caen. Donc voilà. Donc j'ai été reçu à Caen. Donc très bien, bonne chose. Tu as passé le concours après ton brevet d'État, c'est ça? Alors
Non, en fait, je suis rentré en parallèlement. STAPS-Camp. Comme la formation, je suis sorti du CREPS avec mon tronc commun, mon secourisme, ma réanimation et une année de validé. Donc tu étais Mais- en avance sur les DUG 2, enfin sur les DUG en fait. Ouais, je suis en avance sur les DUG. Avec Oui, ton un tronc petit commun. peu, oui, parce que dans le tronc commun, c'était le même programme qu'en STAPS, mais nettement plus simplifié. C'est vrai que c'était de la natte, la physio, de la psycho. Il n'y avait pas de séance de l'éduc, mais il y avait de la législation. Et c'était les matières liées à la théorie du sport, quoi, hein. D'accord. Donc effectivement, je suis arrivé avec quelques bases. C'est vrai que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que la natte, on la découvre qu'en médecine ou en STAPS. Donc le fait d'avoir fait un peu de natte avant, ça a été confortable. Ça t'a mis le pied à l'étrier. Et du coup, donc je termine ma deuxième année Ouais. de brevet d'État au Krebs-Zolgat. Voilà. D'accord. Et Donc, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez comment s'appelle le Krebs-Zolgat qui a été rebaptisé, le CSN. fameux CSN. On aura le directeur adjoint du CSN qui viendra faire une conférence au mois de mars. Voilà. Et le Krebs-Zolgat, pareil, faisait les mêmes formations que dans le Nord, Tout à fait. donc des formations brevet d'État. Et de là, après, ça a été un peu plus tranquille parce que j'ai validé donc le brevet d'État en étant étudiant. Donc c'était, je me suis retrouvé. Et tu avais une activité en club pendant Voilà. ce moment-là, j'imagine. En fait, il faut savoir qu'il y a des activités sportives, il y a des disciplines qui sont porteuses, d'autres non, et vous êtes dépendant des régions. J'ai le brevet d'État, je pensais que ça allait me servir juste un morceau de papier comme ça qui vous reste sur le côté, sauf que dans le Calvados, voire même en Normandie, le métier de prof de judo est un métier reconnu et rémunéré. Donc en fait, ça j'ai découvert quand ils m'ont appelé, et quand j'ai eu mon brevet d'État, j'ai entraîné 3 clubs. Ah oui. Donc, Il y avait de la demande, donc. et puis en plus, Intéressant. c'était confortable, quoi, parce que ça m'a payé toutes mes études. Ouais. Si j'étais resté dans le Nord, j'aurais eu un statut de bénévole. Donc ça n'aurait pas été pareil. Déjà, j'aurais pas cotisé pour ma retraite, hein, c'est un sujet d'actualité. Donc grâce à ça, tu as raison. j'ai cotisé plus jeune que les collègues beaucoup qui font que de d'autres, l'EPS. Entre autres, moi, tu vois, j'ai commencé à payer beaucoup plus tard. Voilà, il fallait passer un brevet d'État judo. J'ai passé le volet, j'ai pas choisi le bon. Voilà. Et puis ensuite, ça vous donne de l'expérience. Et voilà, c'est vraiment le coup de chance. Le fait d'être professionnel ou salarié dans le judo, c'est un coup de chance. Maintenant, c'était super bien parce que, en plus, en tant qu'étudiant, on avait le même statut que les étudiants listés au niveau. Donc ça veut dire qu'on était dispensé de cours et on gérait comme on voulait. Donc ça, bon, moi, j'ai pas trop joué avec ça parce que j'étais quand même, on va dire, j'aimais bien faire la fête aussi, mais j'étais très scolaire quand même. Donc, et je vais jusqu'à la licence. Et puis, on a eu le même directeur de STAPS, Frédéric et moi, qui avait développé une filière management et qui était le roi de la communication quand même, qui était très charismatique, hein. Donc, il m'a séduit dans son discours. Je me suis dit, ça fait 4 ans que je donne des cours de judo, à raison de 20 heures par semaine. Je dis en EPS, ils vont arriver, ils vont pas avoir envie de faire cours, ils n'auront pas leurs affaires, on va gérer la discipline. Il a peut-être raison, je vais faire du management, je vais gérer un service des sports. J'avais vraiment le sentiment que j'étais fait pour ça. Ah oui, ouais. Tu l'as ressenti. Ah oui, je me suis dit, je vais faire du management. Soit je vais faire de la gestion d'installations sportives, soit je vais faire je suis en train de chercher le nom, de l'événementiel. Oui, bien sûr. Et ça a toujours été en moi. Mais au final, il faut repasser des concours, parce que sinon, il faut faire ses preuves, encore une fois. Donc, passer les concours de la fonction territoriale, ça me plaisait pas. Donc, tu n'as pas du tout passé le concours de professeur de PS? Non. D'accord. Je n'ai pas passé le CAPEP, jamais. Et donc, la maîtrise, c'est pareil. Pas voulu passer les concours, pas voulu passer non plus à Paris. Donc je me à suis dit, l'époque, c'était une maîtrise. Ouais. Donc, tu obtiens ta maîtrise à Caen, Oui. c'est ça? Maîtrise STAPS Management. Alors, pour vous, C'était c'est vrai bac plus que 4. moi, je me suis renseigné. On avait la chance. On avait des diplômes STAPS. On basculait dans toutes les options qu'on voulait. Je veux dire, on pouvait faire un peu d'éduc-mot, aller passer le CAPEPS,
Il y en a même qui ont fait management, qui ont passé le CAPEPS. Il y en a qui étaient sur l'entraînement, qui sont partis à l'INSEP, puis finalement qui ont passé le CAPEPS. Dans et notre pas le professeur de génération, sport. effectivement, moi j'ai fait la licence, j'étais plutôt parti sur un management comme toi, et puis en fait j'ai bifurqué sur la licence enseignement. J'avais toujours la possibilité de revenir sur le management. On basculait comme on voulait. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, il faut présenter des dossiers, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, de ce que j'ai compris, vous êtes plus spécialisé, en tout cas plus rapidement. C'est ça. Et moi, je ne voulais pas continuer avec un bac plus 5 pour ensuite être dans la même logique. Alors, puisque tu en parles, c'est intéressant parce qu'à l'époque, nous, l'éducation motricité, c'était quasiment la seule filière qui existait en licence. D'ailleurs, la seule, me semble-t-il. Donc, c'est les années 90, 85-90. Et une seule filière éducation motricité. Donc, du coup, on était très investi dans les clubs. Et avec les clubs, on passait soit des brevets d'État, soit des diplômes fédéraux, ce qui nous donnait une valence. Et puis, on avait aussi ce DUG qui nous permettait d'avoir le tronc commun. Donc, c'était drôlement intéressant pour passer le brevet d'État. Aujourd'hui, avec les différentes mentions, forcément, vous êtes plus déterminé dès la licence 2. Et quand vous voulez passer d'une filière à l'autre, là, il faut présenter un dossier, d'où l'expérience. Vous êtes en entraînement sportif, important, les stages que vous faites au quotidien pour valider votre expérience. En fait, il faut rester ouvert. Je veux dire, même si vous êtes déjà spécialisé, je pense qu'il ne faut jamais fermer une porte, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, quand vous commencez à travailler dans le sport, et ce n'est pas facile de vivre du sport, parce qu'au final, notre génération, pratiquement, il y a 80% qui est prof de PS, alors que maintenant, c'est plus le cas. Vous pouvez être préparateur physique, ergonome, bon bref. Mais il n'y avait pas du travail pour tout le monde. Et travailler pour un club, c'est pareil. Moi, je me voyais pas finir prof de judo et faire que du judo. J'avais l'impression quand même que quand je faisais du judo, je ratais quelque chose. T'as quel âge à ce moment-là, quand tu passes la maîtrise et que tu... J'étais vieux. Je suis sorti en 92, donc j'avais 25 ans. 25 ans. Ouais. D'accord. J'avais 25 ans et j'étais prof de judo à 21 ans. 21 ans, 22 ans. Donc c'était très jeune pour l'époque. Maintenant, il y en a qui sont profs de judo à 18 ans. Mais moi, j'étais le seul en STAPS à faire ça. Ouais. C'est bien. Et donc, du coup, quand vous travaillez dans un domaine, il y a des portes qui s'ouvrent. Et effectivement, vous avez des élèves, notamment au club de judo, qui peuvent être profs de PS. Et là, c'est comme ça que c'est venu. J'ai des parents, des élèves qui m'ont dit tiens, il y a un remplacement à faire. Et en faisant les remplacements, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Le professorat de PS, du coup. Voilà, je voulais enseigner. Et le hasard fait peut-être bien les choses. J'avais un élève en self-défense qui était prof de PS. Il m'a dit écoute, j'ai mon collègue qui en a marre d'enseigner. Il part en congé formation. Je pense qu'il ne reviendra pas. Il veut être éthiopathe. Donc, il y a un remplacement à faire. Le remplacement, il est à 300 mètres. Vous voyez, j'ai traversé la route des STAPS. Nous, on était dans le petit bloc là-bas qui est abandonné. Oui. Et j'ai traversé la route. Et donc, j'ai vraiment pas beaucoup bougé. Et effectivement, il n'a jamais revu. Donc, c'est moi qui ai été titularisé en... Donc, vous voyez, une fois de plus, Franck Dudet vous l'a expliqué, puis Arnaud Bessa également, l'opportunité, il faut la saisir. C'est important. Quand on vous propose des choses, ne dites pas non. Essayez de voir, au moins d'explorer de quoi il s'agit. Je pense qu'il faut la saisir, il faut la créer. Les deux ensemble. Intéressant, très intéressant. Il faut créer. Créer l'opportunité. Dans une démarche, si vous réussissez à créer des opportunités, vous aurez plus de chances d'ouvrir davantage. Donc là, du coup, après, il a fallu gérer autrement. Le cursus, j'étais prof de PS à temps plein. J'ai gardé qu'un employeur parce que c'est pareil, à faire des vacations à droite à gauche. Mais alors ta maîtrise management, du coup, elle ne te sert plus beaucoup à ce moment-là? Non. Complètement effacée. On m'a demandé si j'avais une licence, parce qu'à l'époque, la licence TAP suffisait pour enseigner. Oui, c'est vrai. Donc vous pouviez avoir une maîtrise, un DESS, ou ça ne changeait rien. Donc du coup, oui, effectivement, la maîtrise ne me servait à rien. Mais elle était toujours dans un petit coin de ma tête. Ça sert toujours. Ouais.
Et donc, je suis titularisé. Alors moi, je ne travaille pas pour l'éducation nationale. Souvent, on croit que dans l'éducation nationale, il n'y a que des fonctionnaires, ou qu'il n'y a que des fonctionnaires dans l'éducation nationale. Alors, je ne suis pas fonctionnaire, mais je suis un agent public. Je travaille pour la Chambre de métier. La Chambre de métier, c'est un service public et qui est un centre de formation. On a 1600 jeunes et on a un statut de droit public. Donc, je ne suis pas éducation nationale, mais je reste un agent public. C'est vraiment important ce que tu dis là. Justement, je dis ça parce que après, vous allez voir que dans ma démarche, public, privé, ça a une incidence. Je suis un agent public, on peut dire que je peux être dans le confort, parce que j'ai une sécurité de l'emploi, je n'ai pas à me battre, mon salaire va tomber tous les mois, je pourrais même à la limite… pas assujetti aux résultats en soi. Voilà, exactement. Je pourrais même être aigri à la fin des 30 ans, des 35 ans, des 40 ans ou des 43 ans, hein, mais ben voilà. Donc, je suis un professeur de PS. Tu n'es pas fonctionnaire d'État. Non. On est bien d'accord. Voilà. Donc des statuts différents et qui permettent quand même de revenir sur des métiers qui vous permettent de vous exprimer. Parce qu'en France, en fait, le service public est quand même, on va dire qu'il y a des différences. Il y a des fonctionnaires d'État, il y a des fonctionnaires territoriaux, il y a des agents publics, et on n'a pas tous les mêmes droits et statuts. Voilà. Donc, mais c'est bien de savoir que tu cultives ta passion du judo à travers un métier, mais parallèlement, tu peux aussi diversifier et éviter la routine avec un deuxième métier en tant qu'agent public, comme prof de PS, donc dans un centre de formation. Bah, j'essaie déjà, dans un premier temps, au niveau de l'EPS, j'essaie de ne pas me retrouver non plus avec une routine qui donne de la monotonie. Je veux dire, moi, j'interviens du CAP au bac pro. En plus, ça m'a donné ce qui m'a intéressé dans ce domaine-là, c'est que quand on sort de l'université, qu'on ne connaît que les études, parce qu'en fait, il faut être clair, hein, sorti de l'UFR STAPS, je n'avais pas quitté l'école. Et donc, du coup, c'était des études quand même théoriques. Là, j'arrive avec des jeunes qui travaillent un métier. Et ce n'est pas du tout la même approche. Bien parce sûr. Que vous avez des jeunes, là ce matin j'avais un groupe de bac pro, je faisais un petit peu de travail postural parce qu'on était en muscu, et je leur expliquais, ils étaient mécaniciens auto, j'ai voyé se baisser comme ça, je dis, voilà, on a fait un parallèle entre le métier et l'activité musculation. C'est ce qu'on appelle l'éducation physique utilitaire. Tout à fait. Hein, je crois que c'est la vieille appellation. Je ne sais pas si elle est restée. Je ne sais pas si elle est restée, mais en tout cas, on l'appelait comme ça. Dans nos cours, c'était l'éducation physique utilitaire. Je la trouve assez pertinente, d'ailleurs. Donc voilà, j'essaie déjà d'être concret par rapport à mes jeunes. Et puis après, pour ne pas se lasser non plus, j'essaie de trouver des projets. Donc les projets, là, peut-être que c'est le management qui me fait faire ça. Parce qu'on a créé une section sport et métiers, donc sport, études et métiers, qui permet de faire du perfectionnement sur des jeunes. Donc ça, c'est la fédération dans laquelle on est licencié. Alors ça ne s'appelle pas l'UNSS ni la FFSU, ça s'appelle l'ANSA, parce que c'est le sport de l'apprentissage. Parce que nous, nos jeunes, c'est en alternance. Voilà, ils sont tous en alternance. Ah bah tu vois, on découvre, enfin moi je découvre quelque chose. Voilà, on est en alternance, on a 1600 jeunes juste à côté. Donc travailler en alternance, si vous un jour vous devenez apprenti, parce qu'on peut même être apprenti, nous on a des DUST, on a des BTS, c'est tous des apprentis. On peut être apprenti ingénieur. Hein. Bien sûr. Donc c'est un statut qui est intéressant. Et pour l'enseignant, il y a le rythme à trouver. Parce que c'est bien plus facile d'avoir un public régulièrement toutes les semaines. Là, on les voit tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de cassure. Donc, la continuité est super difficile à trouver. Mais en même temps, il n'y a pas de monotonie, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand même l'idée de programmer des apprentissages dans le temps, alors malgré l'alternance. Et là, ça revient tout à fait sur vos prérogatives au niveau de vos contenus. Sur la programmation de l'entraînement, sur la méthodologie de l'entraînement, où on va avoir des périodes plus ou moins importantes pour permettre à l'athlète de se développer en conséquence et à l'échéance donnée.
Eh bien, vous voyez, dans ce métier-là, c'est pareil, la programmation est importante. Donc, toutes les connaissances que vous avez là-dessus sont très importantes pour vous. C'est difficile, hein, et c'est même difficile d'être pertinent sur des rythmes comme ça. C'est bien plus facile. Là, si je fais un comparatif entre le club et l'établissement, au club, c'est plus facile. Vous avez des cycles qui sont liés aux vacances scolaires. Là, le cycle, il y a forcément une cassure au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on récupère à la fin du cycle? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on récupère 50% de ce qui a été acquis à la séance précédente. C'est difficile. Des fois, on a l'impression qu'on recommence à zéro. Honnêtement, ça, c'est compliqué, ça. Ouais, je comprends. C'est même quand on en discute avec les inspecteurs PS, ils sont un peu surpris. Parce qu'en sport, surtout, en EPS, c'est très, très dur. Sans continuité. Ah bah oui, c'est super dur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de travail interstage. Là, nous, ils font du français, ils font des maths, ils ont forcément du travail à fournir pour les séances suivantes. Nous, si on leur dit, bon, bah, tu t'entretiens, tu vas faire ton petit footing, il ne faut pas rêver. Faut pas rêver non plus. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Et donc voilà, donc, ça me permet un petit peu de rester à l'affût. Et puis après, il faut aussi se remettre en question. Il faut chercher des nouvelles idées. Donc moi, j'ai récupéré, par exemple, j'ai créé la section, j'ai créé des séjours à la neige pour voir les jeunes autrement. Et donc là, toutes tes connaissances en management t'ont aidé. Ah, ça aide. Ah, oui, parce qu'on développe un réseau. On développe un réseau. Neige, voilà, se faire un réseau, le financement, etc. quoi. L'exemple le plus flagrant, c'est le ski. C'est pour la petite histoire, celui qui gère l'association par laquelle on passe, c'est un prof de PS qui a maintenant 70 ans. Il préparait des séjours comme ça pour ses collègues profs de PS et il cherchait le meilleur rapport qualité-prix. Et ses collègues disaient, mais tu fais ça super bien. Tu devrais faire ça comme métier. Il a comme démissionné de l'éducation nationale et il n'a fait que ça. Ah oui, c'est courageux. Donc il a juste 5-6 chalets sur toute la France, mais des gros chalets, hein, à 250 couchages. D'accord. Et vous voyez, donc je pense que... Et il en a fait son activité principale. Alors là, il a placé sa famille, mais lui, il est retraité, 70 ans. Mais en tout cas, il a quand même changé de voie, quoi. Ouais, intéressant. Et puis, pour rester dynamique, je pense qu'il faut continuer à se former. Ça, c'est la base. Alors, en EPS, c'est facile, hein, mais il faut quand même être curieux. Donc, effectivement, moi, j'essaie tous les ans de faire une formation, de faire un séminaire. Donc, j'ai commencé par des séminaires en diététique parce que je me dis que ça peut apporter aux jeunes. On aura quelqu'un, une intervenante sur la diététique. Donc, en diététique, quand vous donnez 2-3 conseils aux jeunes, alors là, c'est pareil, hein, quand je fais des séminaires, essentiellement tournés autour de l'EPS, mais mon club en profite. Voilà. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer cette relation entre le monde de l'éducation physique en tant qu'agent public dans un centre de formation et puis les ponts que tu peux faire avec ton activité en club. J'essaie, donc les formations, j'essaie de faire profiter tout le monde, parce qu'en fait... là, sur la diététique, c'est intéressant. Après, préparation physique, c'est forcément intéressant. Mais ça permet, quand on est au club... Alors, le souci comment dirais-je, au club, c'est surtout le système qui est complètement différent. C'est pas du tout un système public. Donc, excuse-moi, je reviens pour bien avoir l'image de ta carrière, de ton cursus. Tu as cette opportunité, tu deviens prof de PS, mais à côté, tu as toujours ton activité de judoka. Ah oui. Et de professeur de judo. Ah oui, je suis professeur de judo dans le même club. Et tu interviens au club de Luxembourg déjà à l'époque? Ah oui, 89. Je crois que je dois être le plus vieux prof. Ça, on ne l'avait pas dit, mais le plus fidèle, ouais. Voilà, depuis 89, je suis au même club. Donc, ils ne m'ont pas encore envoyé, donc c'est que ça se passe bien. Ça ne se passe pas trop mal. Et effectivement, ce que je peux récupérer de l'EPS, j'essaie d'en faire profiter les jeunes ou les moins jeunes du club. Mais le système n'est pas du tout pareil. Voilà. Parce qu'en fait, si tu peux nous expliquer ça serait intéressant. Quand vous êtes dans un club, quand vous êtes salarié d'un club, c'est presque l'opposé
de ce qui se passe dans nos établissements publics. Dans un club, vous fonctionnez comme une entreprise. Alors, effectivement, vous avez des bénévoles. Vous avez un président qui est bénévole, qui vous dirige. Mais c'est surtout qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent et il faut qu'il y ait équilibre budgétaire au final. Donc, ça veut dire que, imaginons qu'on ait 15 heures de judo. Moi, je dois être entre 13 et 15 heures de judo hebdomadaire, sans compter les compétitions. Vous êtes à 150 licenciés, vous descendez à 100. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un manque à gagner. Vous êtes sur une période Covid où les gens vous disent « Ah bah non, le judo, le corps à corps, patiti patata, c'est quand même risqué. Bon, c'est vrai qu'on aime bien les bisous au judo, donc on est quand même dans la proximité. Et donc effectivement, ça peut être très compliqué. Donc c'est la même remise en question. Sport de combat de préhension. Oui, sport de combat de préhension, le judo, comme la lutte et le sambo. Voilà. Et donc, il faut trouver des alternatives. Hein. J'ai l'habitude de dire, il ne faut pas se regarder le nombril. Sinon, après, le club tombe. Moi, je n'ai pas trop la pression parce que j'ai un métier principal qui est prof de PS. Mais je pense à tous mes collègues qui sont que profs de judo. Vous êtes vite exposés. Vous êtes très, très vite exposés. Vivre avec un club de judo, c'est quasiment impossible. Donc il en faut 2, il en faut 3. Mais on n'est pas à l'abri d'une embuscade. On n'est pas à l'abri d'une embuscade. Donc le Covid a été une belle embuscade. Ouais. Bon, après, la fédération de judo est une fédération quand même relativement forte et organisée. Et toute son histoire est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils forment des brevets d'État. Ce sont les enseignants de judo qui font le nombre de licenciés. Il y a une belle image du judo dans le sport français, sport mondial. Alors, les enseignants, les éduques, conseillent aux jeunes un peu timorés, donc les introvertis, les extravertis, pour les canaliser. Tout à fait, c'est ce qu'on disait à mon époque. Donc c'est forcément un produit de bonne qualité. Parce que les valeurs qu'elle revendique, forcément, ça donne du licencié. Mais il y a beaucoup de clubs. Alors justement, on sait que le judo n'est pas une pratique occidentale à l'origine. C'est une pratique orientale. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui fait que dans la tradition française, parce que moi j'ai toujours connu du judo en France, qu'est-ce qui fait que le judo a eu un tel impact, un tel essor en France? Il y a beaucoup de clubs, il y a une belle image, il y a des bons résultats au niveau international. Mais c'est vieux, c'est ancestral. Là, il faut renvoyer à l'histoire du sport. Moi, je n'ai pas assez de recul pour vous dire, mais quels sont les sports qui ont toujours été développés en France? On peut parler du foot, on peut parler de la boxe, du cyclisme. On aime le judo, pourquoi? Parce que je pense que quand il est arrivé en France, c'est Kawashi qui l'a amené en France. C'était 1939, je crois. Donc, Seconde Guerre mondiale, finalement, le judo, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en France. Mais par contre, derrière, il y a une grosse organisation, il y a une grosse structure. La Fédération française, elle a toujours été très, très forte. Et donc, elle a toujours véhiculé ses valeurs culturelles, ses valeurs morales. Et donc, ça aurait été un sport de voyous. En tout cas, ça aurait eu l'image d'un sport de voyous. Je pense qu'il y aurait moins de licenciés. Et on vous met les enfants à 3 ans, à 4 ans pour les canaliser, qu'en psychomotricité, parce que le judo, en termes de psychomotricité, c'est tip-top. Hein. Quand vous avez fait un peu de judo, quand vous êtes enfant de 3 ans, après vous basculez à la gym, vous basculez à l'escalade, vous basculez... une connaissance de soi, vous êtes hyper polyvalent. Agilité, tonicité... Avant, on appelait ça résistance. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que les appellations ont changé. Je fais attention. Mais c'est très, très complet. C'est très, très complet. Un judoka, normalement, est très polyvalent. Après, quand il continue. J'essaie d'être objectif parce que j'ai touché un peu à tous les sports. Mais c'est le haut du corps, le bas du corps. On est explosif. On sait aussi avoir mal, parce qu'il ne faut pas faire du judo pour être confortable. Il n'y a pas de... Les sports de combat, en général, sont très très durs
à vivre. C'est éprouvant, mais ça vous donne une dimension supplémentaire. Parce que, voilà, il faut savoir se relever à chaque fois, comme dirait la maxime. Hein. Ce qui est étonnant aussi, c'est que la France a toujours eu des générations de judokas, je parle pour le sport de haut niveau, relativement présentes sur le niveau international. Enfin, je veux dire, là, on a notre fameux Teddy Riner actuellement qui rayonne, hein, enfin, en tout cas, qui est souvent pris en exemple. Mais dans le passé, on a eu des grands judokas aussi. Donc il y en a toujours eu. Ouais, c'est ça. Il y en a toujours eu. Ça. Et puis aussi bien, et de même dans le sport féminin. Hein, parce que alors, les deux, là, actuellement, c'est surtout le judo féminin qui est le plus performant. Alors, moi, c'est mon point de vue. Après, je ne peux pas non plus. Ah non, mais je peux pas non tu plus es là pour ça. Voilà. Tu es là pour nous donner ton parce point de que vue sur les choses. Le judo c'est un des buts de la conférence. Le judo performe plutôt chez les filles. Alors ça vient de quoi? Ça vient qu'il y a une émulation chez les filles. Puis je pense que c'est la meilleure nation au monde. En tout cas. Oui, à ce point-là. Ah oui. Et chez les garçons, on est un peu plus dans le dur parce qu'effectivement, ce qui fait du bien, c'était Teddy Riner. Mais après, derrière, c'est très compliqué. Ouais. Alors l'explication, je pense qu'elle est liée aussi à la concurrence. Vous avez de plus en plus de pays qui, chez les garçons qui sont dans le judo, en plus, il y a eu l'explosion des frontières. Avant, vous aviez un pays qui s'appelait l'URSS. Maintenant, vous avez la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, et machin, et trucs. Et en fait, les pratiques se sont diversifiées. Il y a plus de combattants. Ouais. Puisque quand vous allez sur des Jeux Olympiques, vous avez un combattant par catégorie de poids s'il s'est sélectionné, et donc un maximum. D'accord. S'il s'est sélectionné, donc ça peut être 0. Et par contre, au championnat du monde, ça peut être jusqu'à 2. Ça veut dire que, par exemple, les Japonais ont des problèmes de riches des fois, parce que ils ont le numéro 1 mondial, le numéro 2 mondial, qui ils envoient aux Jeux Olympiques. Bon. Nous, on a d'autres problèmes, parce qu'après, il faut gérer les sélections. Puis nous, on est occidentaux, donc on fait un peu de politique. La politique et le sport. Voilà. Parce qu'au Japon, vous gagnez, on met le numéro 1 et le numéro 2 ensemble, même si le combat dure 13 minutes, comme c'est arrivé il y a quelques années. 13 minutes, les deux moins de 36 kilos pour les départager. 13 minutes de combat. Ouais. Il faut avoir la santé. Là, il faut avoir la caisse. Là, hein. Là, je crois que... déjà, même 5 minutes de combat, c'est dur. Ouais, c'est énorme. Et maintenant, avec les golden scores, ça pousse jusqu'à l'infini. Et là, c'était 13 minutes. Moi, je l'ai vu sur YouTube. Il a été champion olympique, celui qui a gagné, qui a été sélectionné. Et l'autre, derrière, il a été champion du monde. Donc voilà, c'est un problème de riche. Ça, nous, on n'a pas ces problèmes-là en France. Si ce n'est en féminin, puisqu'on a une bonne... En féminin, ouais. Bon, puis Teddy Riner, en lourd, il n'est pas concurrencé. Non. Donc je pense que, voilà, Après, il faut savoir que le judo, c'est... Les compétiteurs, c'est 10% de la population des licenciés. Ah ouais, on ne fait pas tourner un club avec des compétiteurs. Il faut de la compétition parce que, comme je disais en entrée, je pense que si on ne goûte pas la compétition, on a raté quelque chose. Maintenant, ce qui fait vivre un club, c'est le loisir. C'est le loisir. Donc les enfants, parce qu'il faut éduquer les enfants de plus en plus. Sur le plan psychomoteur. Puis même dans le système éducatif classique, c'est-à-dire il y a quand même de plus en plus de parents qui ont un petit peu démissionné. Qui déchargent. Donc ils disent c'est l'instit ou c'est le prof de judo qui va aller faire entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le dressage. Le dressage. Donc on en a de plus en plus. Et puis les gens ont besoin de sport santé. Ah oui, c'est vraiment quelque chose que tu ressens dans les nouvelles générations ? Ah oui. Mais c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Ça se fait progressivement. D'accord. Ce qu'on dit dans les médias, que l'enfant est livré, puis que les parents ont un peu démissionné, oui, ça fait un petit moment. Là, tout milieu familiaux confondus en termes de catégories socio-professionnelles. Tu constates ça ? Oui, c'est intéressant. On délègue au club, alors à l'école, ça c'est depuis des années, et au club, l'éducation de son enfant en fait. Une partie. Une partie, oui. Une partie. Ah oui. Il y a des parents qui sont dépourvus. Hein. Avec de la rigueur, démunis, le respect des autres, respect du matériel, etc. Mais ça a toujours été un peu comme ça au judo.
c'était justement Ah ouais. le fait d'avoir ce fameux code moral pour les valeurs. Eh ben, il y en a qui viennent parce que c'est sympa, c'est ludique, etc. Mais d'autres, c'est quand même pour avoir un cadre qu'on n'a pas à la maison. D'accord. Donc, Ouais, donc alors 10% de compétiteurs dans un club pour 90% de loisirs en fait. loisirs, C'est santé. Oui, donc il faut avoir une approche, comment dire, assez ludique de l'activité aussi pour pouvoir. C'est la pédagogie au judo chez l'enfant, elle n'est que ludique. Voilà. Elle n'est que D'accord. ludique. Après, quand on sait que la sélection se fait naturellement, parce que vous avez 5-6 ans, ou 7-8 ans, 9-10 ans, on fait des mini-compétitions, des animations, ça ne pose pas de problème dans la mesure où l'enfant n'est pas traumatisé psychologiquement, parce que, bon, voilà, hein, le hippon, comme on dit, faire tomber la place sur le dos, hein, comme diraient les anciens profs qu'on a eus, Ouais. c'est une mise à mort symbolique, hein, quand même. Hein. Tout Moi, à j'ai fait. toujours retenu cette expression-là, mise à mort symbolique. Donc, C'est de la tauromachie. ouais. Donc on est mis à mort un paquet de fois. Donc, Ouais, je comprends. à un moment donné, vous êtes Puis on tombé. frappe par terre quand on peut plus bouger. Là. Ouais. Donc ça donne une force de caractère, mais il y en a beaucoup qui lâchent prise et puis qui font faire autre chose après derrière. Donc quand on arrive en cadet, il faut savoir qu'en déjà en cadet, il y a des championnats d'Europe. En minime, avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, en minime, il y a des championnats de France. Individuels, équipe. Alors qu'on dit que Ah oui, d'accord. alors qu'on dit que le judo est un sport à maturité tardive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes champion interrégional, même si on dit plus interrégional, ou même champion de France cadet, que vous serez champion de France senior, et encore moins Oui. champion du monde. Ça veut rien dire. Ouais. Non, parce que le judo, ça a été prouvé par tous les chercheurs qui ont dans le judo, ils disent que c'est un sport à maturité tardive. D'accord. Donc il y a des judokas qui ont été vice-champions du monde Très tard. et très tard, et surtout qui Pas fait de condition. qui étaient juste champions interrégional en cadet. Je pense à Dany Fernandez qui est connu, qui était sur TBO. Ouais. Il a toujours dit, moi, en junior, j'étais champion interrégional. Bon. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas fait champion du monde, il a fait vice-champion du monde. Ça me fait penser un petit peu à l'émergence d'une triathlète, là, une jeune triathlète de 19 ans qui n'a pas gagné une seule compétition régionale et qui explose au niveau international là, depuis un an, à l'âge de 19 ans. Activité à maturité tardive. Il faudra que je m'intéresse à ce concept. Ouais, mais en plus, pour côtoyer un peu Intéressant. Hein. les athlètes qui tournent dans la région, je me rends compte que on peut être champion de France, cadet, Oui. et puis derrière, arrêter le judo. Il y en a quand même énormément. C'est plus. Tu as l'impression que c'est. Remarque, il n'y avait pas de championnat de France minime quand tu étais plus jeune, mais c'est un nouveau phénomène, ça, qu'on pourrait comparer au zapping ou... Est-ce que c'est un nouveau phénomène? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Disons que On perdure moins. il y a de plus en plus de concurrence. Oui. En tout cas, avant, on acceptait. Parce que tu es champion de France cadet. Si tu n'arrives plus derrière à performer, Oui. faut trouver peut-être une autre motivation. On a la même problématique au club. C'est-à-dire, tu as envie d'être champion, mais tu n'arrives pas à être champion. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête le judo? Non. Je pense qu'il faut trouver une autre alternative. D'accord. Moi, ce que je propose au club, c'est qu'on fasse toujours de la compétition, mais ceux qui ont besoin, parce que s'il n'y a pas d'objectif, ça s'arrête tout seul, ça s'arrête naturellement. Il faut un objectif sportif, il faut un objectif de vie, il faut. Important pour vous, ça. Et sans objectif, ça s'arrête et on ne comprend pas pourquoi. Donc moi, en fait, je m'en suis rendu compte parce que je me dis, il faisait de la compète, il n'a plus le niveau parce qu'il revient 15 ans après ou parce qu'il ne franchira pas les étapes. Qu'est-ce que je vais lui proposer comme produit? Alors, on va faire du judo, on va se faire plaisir, on va faire de la technique, mais et l'objectif, il faut le chercher. Donc, l'objectif, ça peut être venir pour la convivialité du club. Oui, bien sûr. Ça peut être se faire mal. Ça peut être effectivement faire de la compétition, mais quand on ne peut plus. Et puis après, moi, j'ai trouvé aussi passer des grades, par exemple. Ouais, mais d'autres ça, je trouve ça alternatives. intéressant. Ouais.
Mais en tout cas, j'ai été obligé de me remettre en question parce que sur mes cours adultes, on était axé que sur la compétition et qu'à un moment donné, j'avais plus assez d'athlètes pour ne faire que ça. Et je fermais surtout la porte à des nouveaux qui auraient pu intégrer le club. Et on est toujours dans la même logique. Il faut à un moment donné rentabiliser les cours. Ce qui est complètement différent de ton travail comme agent public. Donc la notion de rentabilité, c'est comme une entreprise, en fait. Il faut obliger, il faut créer. Il faut qu'il y ait. Chaque année, on essaie de produire. Justement, centrons-nous maintenant un peu sur ton travail dans ton club, ou peut-être plusieurs clubs, je ne sais pas. Non, j'ai que qu'un club. Le club de judo. Ouais. Et donc, quelles sont tes fonctions? Quel est ton rôle d'enseignant salarié, puisque tu es professionnel? Comment tu te situes par rapport aux bénévoles? Enfin, j'imagine qu'il y a tout plein de choses à dire là-dessus. Alors, là, au club, avant, on était 2 profs de judo, pas longtemps. D'ailleurs, c'est un club de 150 licenciés à peu près. On a été 150, là on est en dessous de 100. Ah oui. On est plus vers les 120 en temps normal. D'accord. Mais là c'est plus compliqué. Et en fait, il n'y a pas de règle. Des fois, il n'y a pas assez d'enfants, des fois, il n'y a pas assez d'adultes. L'année dernière, on avait plein d'adultes. Là, on a plein d'enfants. Donc, c'est pas facile de se projeter dans ces cas-là. Non, c'est compliqué, mais après, voilà, moi je pense que c'est cyclique. Par rapport à mon ancienneté, comme ça fait 33 ans. Tu peux comparer. Ouais, ça va, ça vient. D'accord. Et on était plusieurs. D'ailleurs, le deuxième prof avec moi, c'était le directeur du sport universitaire, Sébastien Bergin. Ah oui, ouais. Sébastien. On a le même profil. Qui est toujours directeur, qui est notre nouveau. Ouais. Enfin, ça fait 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, Sébastien. Je savais pas qu'il était judoka. Si, il est 4e dan, ceinture noire 4e dan. Sébastien Bergin, ouais. Très, très il était prof de PS et puis il est prof de PS. Quand il est arrivé au club, il était prof de PS. Ouais. Et il a passé son grade et je lui ai dit, il faut que tu passes ton brevet d'État. Et donc, du coup, il a pris quelques cours. D'accord. Ouais. Très bien. Donc Sébastien Bergin, c'est le directeur du CRSU, Centre régional du sport universitaire actuel. Si vous faites du sport universitaire, vous avez forcément affaire à lui. Il est passé par le club pour passer judoka. Et son 4e dan, il a passé à Luc aussi. Donc, super. Ouais, c'est un gars de chez nous, quoi. Bon. Donc, moi, je donne tous les cours maintenant. Du judo, du jiu-jitsu, taïso. Alors voilà, il y a des pratiques différentes aussi. Oui. Tu disais la diversification est importante. Alors on fait du judo enfant, on fait du judo loisir, puis après on essaie de faire du judo, j'appelle ça sportif. Alors encore une fois, il faut trouver les appellations parce que quand c'est trop barbare, ça fait peur aux nouveaux adhérents, aux potentiels adhérents. Et donc là, le marketing, ça t'aide. Ouais. Là on cherche avec des jeunes du club à appâter un peu. Parce que finalement, on se dit que s'il monte et qu'on a réussi à le séduire, s'il monte, on va réussir à le séduire. Mais il y a une espèce de... Les gens sont un peu réfractaires parce qu'ils se disent c'est de la bagarre. Non, on ne fait pas que de la bagarre. Oui, bien sûr. Quand on fait du taïso, on fait de la gym. C'est de la gym d'entretien. Du taïso. Taïso. En fait, taïso, ça veut dire préparation du corps. C'est l'échauffement chez les Japonais pour le judo. Mais... c'est pareil, c'est marketing aussi par la fédération, ça. Ça veut dire qu'en fait, ils ont créé un taïso, comme ça, les gens ont l'impression de pratiquer un art martial, mais en fait, c'est de l'échauffement. C'est de la gymnastique douce. La gymnastique, il y a du cardio, il y a de la psychomotricité, on travaille avec des bandes élastiques, on fait des circuits training. Pour être honnête, la préparation physique qu'on fait le samedi matin, des fois, c'est le même cours que le taïso. Donc, sauf qu'ils font du taïso, donc ça se vend mieux. Bon, la population, c'est 35, 50 ans, quoi. Ouais, en recherche d'entretien. Ouais, d'activité physique. Ouais, d'activité physique, voilà. D'entretien. Alors, il faut savoir que... Ça leur évite d'aller dans un club de remise en forme. Ouais, puis, alors, j'aime pas trop la formule, mais c'est en fait, c'est une activité un peu propre, entre guillemets. D'accord. Pourquoi le judo, ça attire en règle générale le cadre moyen. Ça, c'est ce qu'on nous a appris en sociaux. J'ai regardé, ça reste vrai. Ça reste vrai. Ça reste vrai parce que la boxe, c'est plutôt le milieu ouvrier. Le
le judo, là, le français, on va dire moyen. Et après, si on tape sur l'aïkido ou le kendo, on est plus sur du cadre supérieur. Ah ouais. Ouais, ça, c'était une étude sociologique. Ouais, c'est resté pareil. Globalement, parce qu'on arrive à toucher toutes les strates. Oui, bien sûr. Mais voilà, les études, de toute façon. Là vous arrivez au taïso. Je vois bien par rapport à la population qui est au club. C'est du cadre moyen. Milieu hospitalier, profession libérale, commerçant. Parce que je pense que c'est l'image que ça dégage. D'accord. Après, effectivement, hein, c'est ce qui se passe dans un club. Il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de débordement, ça reste un truc très cadenassé. Alors, ton travail, d'après ce que tu dis, tu es obligé de réfléchir comment tu vas attirer les personnes, enfin le public dans ton activité en diversifiant les pratiques. Mais dans ta relation aux bénévoles, c'est toi qui propose, qui suggère des orientations ou c'est le bureau du club qui te dit, bon ben voilà, nous on a décidé, on a voté telle chose, on aimerait que tu fasses du taïso, beaucoup plus, etc., etc. Comment ça se passe un peu dans cette relation? Bon, c'est une relation commune. Alors, par expérience, la difficulté, c'est de gérer le salarié, comme on avait dit la fois dernière, le salarié et le bénévole. Ça, c'est Écoutez bien, parce que ça, vous êtes tous concernés. C'est peut-être beaucoup plus complexe que forcément de l'autre côté où on est pratiquement tous salariés. Là, vous êtes géré par des bénévoles, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'eux, mais qu'en même temps, eux, ils ont besoin de vous, mais que vous êtes payé pour ça, et eux, non. Alors effectivement, vous êtes bénévole, vous n'avez pas d'obligation, vous pouvez dire, je fais un mandat de 2 ans, je m'en vais. Très bien. Sauf que s'il n'y a pas de... ça ne tient pas dans le temps. Et moi j'ai une secrétaire la secrétaire, elle est là au club depuis plus de 30 ans. Oh non, mon vice-président, c'est celui qui m'a embauché. Donc, parce que maintenant, il est passé vice-président, mais avant, il était président. D'accord. Donc, par expérience, c'est parce que c'est quelque chose qui me correspond. C'est un profil, un contexte relativement rare quand même. Oui, mais c'est justement ce que j'essaie d'entretenir. Parce qu'en fait, par expérience, on voit arriver des gens dans le bureau qui vont bouleverser vos habitudes, votre façon de travailler, qui ne sont pas forcément en même temps spécialistes. Donc j'ai appris à travers, parce que forcément, il y a 5-6 personnes dans mon bureau, mais il y en a peut-être 20 ou 30 qui sont passés là depuis. Bien sûr. Et j'ai besoin de stabilité et qu'on me comprenne. Donc du coup, c'est à moi de faire des efforts, mais c'est à eux de me comprendre aussi. Et quand vous n'avez aucun judoka et que vous avez un club de judo, c'est compliqué. Là, je me suis arrangé pour que dans le bureau, il y ait des ceintures noires. Voilà, c'est simple, mais si tu n'as pas de ceinture noire dans ton bureau... Qui comprennent mieux... qui comprennent l'activité déjà, l'activité et comment ça fonctionne. Ça, c'est drôlement important, hein, de travailler dans ce sens-là. Donc mon vice-président, mon président est ceinture noire, un de mes vice-présidents est ceinture noire. Voilà, c'est la base. Parce que ça peut... Là, au niveau de mon club, il ne se passe pas grand-chose, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans le circuit que j'ai vu des situations un peu complexes, faire appel au comité départemental aussi pour gérer des contentieux, etc. Ah oui, des conflits. Et puis, c'est très facile, c'est très difficile de monter un club, c'est très facile de le descendre. Oui, mais ça, c'est souvent, c'est souvent comme ça. Et même si vous avez la fidélité de vos élèves, ça peut aller très très loin, ça va très vite. Et je pense que la base du problème, parce que moi je l'ai vécu, mais j'ai d'autres collègues qui l'ont vécu et qui le vivent, il faut vraiment bien s'entendre avec son bureau. Ça, c'est super important. Mais je pense que c'est vrai dans toutes les activités physiques et sportives. Et c'est normal. Vous devenez salarié d'un club ou d'une association, il est primordial. Alors, vous êtes embauché par l'association, vous avez un devoir de mission vis-à-vis de cette association, mais vous devez faire aussi évoluer les mentalités dans cette association pour vous diriger vers une activité prolifique, quoi, hein, que ce soit vers la compétition ou le loisir. Donc du coup, j'essaie qu'on ait une ambiance plutôt harmonieuse et qu'on décide ensemble. Forcément, j'ai la partie technique, ils ont la partie administrative. C'est logique, hein, je suis le directeur technique. C'est normal. Mais j'ai besoin d'eux. Et l'alternative que j'ai trouvée alors effectivement, j'ai choisi
de travailler avec le bureau. Quand je propose une personne qui va rentrer, je connais un peu son profil. Donc en fait, je cible mes bénévoles pour pas avoir d'embrouille, quoi. Ouais, Hein. bien sûr. Non, mais c'est Et en intéressant. même temps, je ne suis pas que salarié. Je vais au-delà. Ah, alors, écoutez bien. Parce que c'est très difficile de vivre du sport. Très, très difficile. On dit on va être préparateur physique, on va être entraîneur, on va être ceci, on va être cela. Mais en fait, c'est un peu le parent pauvre. C'est très, très dur. C'est pour ça que tout le monde allait faire enseignement EPS. Parce qu'au moins, il y avait le salaire qui tombait. Là, vous allez faire des 60 heures, 70 heures, finalement, pour gagner pas le salaire d'un prof. Donc, ça peut être très, très démotivant. Mais c'est la vision qu'ont les gens du sport. Un peu comme de l'art. Finalement, tout le monde peut enseigner le sport. Et puis, tout doit être gratuit. Mais il faut revendiquer vos compétences, qui sont vos qualifications. On parlait d'une fiche de poste quand Voilà. vous postulez. Moi, j'ai une fiche de poste au club. Voilà. J'ai une fiche de poste, directeur technique, Ça, c'est important. rangée sur la convention collective du sport. Important. Et comme ça, ceux qui arrivent, ils peuvent déjà regarder la fiche de poste. Et puis moi, derrière, il y a une protection, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est primordial, hein, si vous postulez dans les associations, qu'il y ait une fiche de poste qui soit sur un profil bien précis pour que vous connaissiez vos missions. Hein, et qu'on ne vous reproche pas, bah, tu n'as pas fait ça ce week-end, tu n'as pas fait ça ce truc-là. Bah, ce n'est pas dans ma mission. Ou alors, il faut le rajouter dans ma mission. Mais dans le sport, il faut, voilà, tout n'est pas acquis. Je veux dire, si on est préparateur physique du Stade Malherbe, forcément que ça va être plus confortable. Mais Et encore, tu peux être sur un siège éjectable. Oui, très aussi, facilement, oui. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens actuellement, c'est vraiment. Alors, tu as une implication, tu parlais du comité départemental aussi. Alors, donc, voilà, déjà, ton implication, elle va au-delà du club également. Bah, en fait, j'essaie aussi d'ouvrir pour que j'ouvre pour que ça revienne. Donc, c'est pas intéressé, c'est juste c'est simplement, parce que ça crée des opportunités. Donc déjà, on a créé un gros stage au club. Moi, je prends une semaine de vacances, j'organise un gros stage avec un ancien champion du monde qui est directeur de l'enseignement à la fédération de judo. Et donc, c'est pas des vacances. Ah bah non, non, mais je donne. Vous voyez, vous entendez là l'implication? Là, ça fait 11 ans, je crois. Alors, ça me fait plaisir. Oui, Il n'y a pas de contrainte. C'est la passion qui te guide. La passion et la raison. Et la raison. Les deux. La passion parce que effectivement, ça me passionne, mais la raison parce que je me dis, j'ai fait ça pour que le club soit reconnu dans la commune. Parce qu'en fait, faire un stage national ou international, parce que cette année, il y avait des Belges, il n'y a aucun impact pour le club directement. L'impact. Donc, c'est un stage national et international cette année que tu organises à Luc sur une semaine, c'est ça? Oui, 5 jours. 5 jours. Ouais. D'accord. Et c'est là en relation avec un champion du monde, un champion du monde, puis d'autres intervenants, des experts en fait. D'accord. Donc c'est un stage qu'on a monté, et c'est là que je me dis tiens, finalement, c'était du management. Donc on l'a créé toute pièce, parce que j'ai copié ce qui existait en France, et maintenant on est les seuls en France à le faire à la Toussaint. Donc on peut copier voilà, je l'ai pas fait pour je l'ai pas fait pour le club parce que il n'y a pas de retombée directe sur les licences. Par contre, je l'ai fait pour la mairie parce que du coup, ils logent en camping, ils font marcher l'économie locale et on a quand même 80 personnes qui sont dans la semaine et les hébergements, les Airbnb. Donc il y a toute une logistique qui est mise en place et qui fait vivre à la commune. Et la commune le sait. Et la preuve, c'est qu'on a réussi à débloquer 2 000 € par le biais du casino pour mettre le stage en place. Ah oui, ah ouais, non, c'est un truc, ça crée du dynamisme. Donc là, le contexte est primordial à en tenir compte pour que ce soit un peu donnant-donnant, c'est-à-dire ça dynamise le club, mais aussi la ville, et puis tous les partenariats de la ville. Et puis quand on a des bons résultats, au final, on fait aussi rentrer de l'argent dans les caisses du club. Bien sûr. Donc voilà, après tout revient au même endroit, quoi. Oui, alors la fonction départementale, c'est aussi parce que ça, je ne sais pas si c'est spécifique au judo, mais on ne peut pas toujours prendre et ne pas redonner. C'est une formule qu'on entend souvent au judo, parce que moi, le judo m'a donné de la joie, de l'argent aussi. Il y a des personnes qui m'ont assisté pour progresser. Et j'ai toujours voulu
redonner ce que le judo m'a donné. Donc ouais, j'étais dans des commissions sportives pour les jeunes. Puis après, j'ai voulu passer le grade supérieur. Je suis rentré au comité départemental comme élu. D'accord. Et pour gérer les enseignants. Donc là, tu es passé du côté du bénévole. Ah oui, c'est complètement bénévole. Voilà. Et donc, quand on est professionnel, il faut aussi regarder le côté bénévolat, qui peut permettre de faire avancer votre fonction et votre professionnalité, quoi. Je ne sais pas, c'était ma vision des choses. C'était vraiment je ne me voyais pas toujours dire allez, il faut que ça rentre, et puis il n'y a rien qui ressorte. Ouais, bien sûr. Donc du coup, je suis rentré, alors ça doit faire 3 Olympiades, 4 Olympiades. Je m'occupais de la commission des enseignants. Ouais. Et puis après, ils ont supprimé la commission des enseignants, ils l'ont laissé au cadre technique. Et j'ai récupéré d'autres commissions, la culture judo. D'accord. Et puis les contentieux et toutes les. Voilà, après, bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Et encore, le management peut aider. Oui, ça m'a aidé sur un cas, sur un litige. Ouais. Ça ne me surprend pas. Et puis j'ai essayé de m'investir, parce qu'aprez, c'est pareil. On veut former ses élèves au grade, il faut essayer de s'investir. Donc effectivement, je me suis investi à la Ligue en étant juge kata régional. D'accord. Donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Multicard. Voilà, multicard. Voilà, mais en même temps, aujourd'hui, je pense que dans vos métiers, dans vos futurs métiers auxquels vous vous destinez, le multicard, il est indispensable de diversifier sa pratique. Regardez un peu nos intervenants avant, ils touchent un peu à tout, entre le numérique, entre l'entraînement, la préparation athlétique, la préparation mentale. Regardez Franck Doudet, toutes les formations qu'il a suivies. Donc tu parlais de formation continue tout à l'heure. Oh, tous les ans, je pars une semaine. Voilà, tu pars une semaine. Donc la formation est toujours importante si vous voulez progresser dans vos pratiques. Ça, c'est indispensable. Et donc, en fait, pour conclure, ce qui me plaît dans mon parcours, c'est la complémentarité des deux, finalement. Et public, privé, bénévole, salarié, sport obligatoire, sport facultatif. Finalement, moi, ça me fait un équilibre. Donc, la difficulté, c'est qu'il faut s'organiser. Mais, tu vois, tout à l'heure, tu as dit plusieurs cordes à son arc. Effectivement, je trouve qu'avoir plusieurs cordes à son arc, je l'avais noté, je crois qu'en sport, c'est difficile de faire autrement, quoi. C'est très, très difficile. On dit plusieurs cordes, mais on dit aussi plan A, plan B. Il faut rebondir, il faut être capable d'être opportuniste. Mais pour être opportuniste, il faut savoir aussi se remettre en question. Ce que tu disais, créer l'opportunité. Il faut la créer. Il faut frapper aux portes, il faut prendre le téléphone, il faut oser. On aura un intervenant, là, Adrien Dutertre, qui est un jeune intervenant dans le domaine de la préparation mentale. Il vous expliquera comment il a fait sa place dans la préparation mentale en Normandie. Et je peux te dire que ce n'était pas quelque chose de facile, parce que ça n'existait pas, tout simplement. Alors, quand ça n'existe pas, on peut se dire ça va être facile à faire, sauf que les sportifs normands étaient un peu hermétiques à cet aspect de la préparation pour l'optimisation de la performance. Mais il a pris son téléphone, il n'a pas arrêté. Il vous l'expliquera mieux que moi, mais l'opportunité, elle se crée. Je t'avais demandé, alors nous, c'est une nouvelle tradition qu'on a cette année, un petit ouvrage de référence qui pourrait peut-être... je t'ai prévenu un petit peu tard, j'en suis désolé. Ouais. Je me suis dit dans quel registre il me demande en fait, ouvrage de référence. Je le fais un petit peu parce que je me dis que ça va être quelque chose de spontané que tu vas... Ah oui, j'ai dû réfléchir quand même. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider nos étudiants éventuellement, ou voir Julien, parce que Julien, lui, donc, dans son travail de recensement de livresque, ça l'intéresse aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, par rapport à la thématique que tu m'as dit, préparation physique, nutrition, effectivement, les livres, pour moi, qui sont en ce moment intéressants, et c'est un préparateur physique que j'affectionne personnellement, c'est le livre d'Aurélien Broussal sur la préparation judo. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, mais préparation. Je l'ai pris en photo parce que je me suis dit, tu vas me demander la référence. Voilà. C'est un livre qu'ils utilisent au pôle, qu'ils utilisent. Alors, il y a celui-là.
celui d'avant qui m'avait servi une fois pour un dossier, c'était en Aurélien Broussal. vous Aurélien retenez Broussal. Mais je vais vous dire, Mathéo le connaît, hein, puisqu'il l'a utilisé pour ses dossiers. Donc, Mathéo ici présent. Hein. voilà. Donc la préparation C'est physique parti des judo étudiants. d'Aurélien Broussal. Alors en plus, lui, voilà, tu vois, c'est ça. Préparation physique de judo. Lui, d'accord. c'est un préparateur physique. Je crois qu'il a le professorat bon, de ça. sport. Il a travaillé pour la fédération, il est ceinture noire de judo, mais il a travaillé pour la fédération d'haltérophilie. C'est quelqu'un que tu as côtoyé Non, du tout. Non, mais en fait, il y a une revue judo qui est pas mal. C'est le spécialiste du judo en France et même en Europe. Ça s'appelle l'Esprit du judo. Et on est abonné, on a déjà fait des articles pour eux. Et puis Aurélien Broussal, il avait toujours sa petite rubrique. Et en plus, souvent, il renvoie vers des liens, même des conférences. Ouais, il est super calé. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que c'est un visionnaire. Je pense que c'est un visionnaire parce qu'il travaille la préparation physique. À mon époque, c'était toujours pareil. Hein. Donc c'était muscu. Donc, sauf que là, les choses ont évolué. Et lui, il travaille sur des... Alors moi, j'appelle ça un Swiss ball, mais je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais les Swiss balls, les cuttles, là. Ouais. Et il travaille sur les forces élastiques. Et il fait toujours un lien avec le judo. Ouais, donc en fait, il y a la partie purement physique et après il y a la partie judo. En relation avec les habiletés. Donc c'est vraiment une préparation physique spécifique. Orientée, ouais, c'est ça. Il y a lui, et puis lui, alors... Et tu en avais un autre. J'en avais un autre que j'avais bien aimé, mais il est très bien, mais il n'est pas spécifique judo. Sport de combat, préparation physique. Donc alors là, ça, c'est un karatéka qui a dû le faire, Christophe Cario, et c'est chez Amphora. D'accord. Voilà. Donc préparation physique dans les sports de combat. Ouais. C'est toujours intéressant d'aller voir aussi dans les autres activités physiques et sportives comment sont envisagées ces différentes approches. Donc là, on est plus sur la préparation physique. C'est vrai qu'aujourd'hui... Ouais, parce que le nutrition, c'était des stages, j'ai pas eu de référence. Ouais, puis, bien sûr. Mais là, on va avoir Émilie Lecomte, la nutritionniste en relation avec le sport, qui vient de nous faire sa petite conférence aussi. Donc ça va être très bien. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Est-ce que certaines questions, préoccupations émergent? Oui, on a un micro. Pas trop dur les questions. Anna? Moi, c'est par rapport à la motivation. Vous avez parlé que dans vos élèves en judo, ils ont plusieurs motivations différentes. Vous pensez que c'est laquelle que vous retrouvez le plus avec vos élèves? Je vais répondre comme tout à l'heure. Je pense que c'est cyclique. Là, j'ai une motivation pour un petit groupe compétition, qui a envie de compétition. Donc, il faut qu'on trouve des solutions parce qu'ils sont demandeurs. Je pense que la motivation, elle est aussi sur les grades, parce que j'ai réussi à inculquer ça à mes élèves, de ne pas faire d'autosatisfaction et de continuer à avancer. Et un des meilleurs moyens pour avancer, c'est de passer les grades, parce que y a la partie technique et la partie efficacité. Donc, il faut continuer à bosser, quoi. Comme Sébastien. Comme Sébastien Bergin. Comme Sébastien Bergin, même moi, je me mets pas à l'écart. Faut continuer avec ses moyens, parce que forcément, on va pas dire que c'est de plus en plus compliqué, mais un petit peu quand même. Hein. Oui, bien sûr. Le niveau monte. Hein. Une autre question? C'est bon, ça te convient comme réponse? Ouais. Ça te va? Parce que Anna travaille sur la préparation mentale du sportif, en l'occurrence, et donc s'intéresse aux motivations. D'accord. Vous avez parlé de passer des grades, et du coup, forcément, il faut passer des katas pour ça. Est-ce que vous, par le fait que vous soyez juge kata, est-ce que vous développez la compétition en kata dans le judo? Non. Je pourrais si j'avais de la demande, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'arrive pas encore à harmoniser sur les katas, qu'on fait un distinguo entre le kata sportif et le kata de grade. Ah ouais? Ouais. Alors que c'est le même kata. Mais je pense qu'il faut un peu de temps. Ouais. Et nous, à Luc, on a un expert national kata qui vient sur ce fameux stage. Et pour lui, c'est le même kata. Au Japon, il n'y a pas de différence entre le kata sportif et le kata examen. Simplement, c'est que quand tu fais un kata sportif,
tu comptes les points, tu comptes les D'accord. erreurs. D'accord. Alors que quand tu fais un kata examen, bah, tu es reçu ou tu n'es pas reçu. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu... Mais le principe un est le même. examen. Hein. Les principes du judo, kuzuchi, tsukuri, gake. Donc, c'est. Moi, parce que j'y pense sur des jeunes. Parce que là, en ce moment, on est en train de développer dans le Calvados des compètes minimes, kata. Et j'attends de voir si j'ai le profil du jeune pour le lancer. Parce que c'est un investissement. Hein. Après, si derrière, ils arrêtent, quel est il faut avoir le bien sûr. profil précis. Bien sûr. Intéressant. J'ai noté que vous étiez depuis 1989 dans le même club. Est-ce que vous comptez changer de club ou évoluer ou changer J'espère que tu ne veux pas me prendre ma place. Est-ce que. Alors, pour l'instant, non, parce que c'est un peu ma deuxième bien. famille. Voilà. Moi, j'ai quand même ma famille qui est au club. Les gens du bureau se sont devenus des amis. Donc, on arrive à travailler dans un contexte quand même super agréable qu'on a monté ensemble. Mais c'est agréable de ne pas arriver au travail, parce que ça reste malgré tout un travail, avec pas de boule au ventre. On sait qu'on va travailler dans le même sens. On a des idées. Et puis, il y a. Et j'habite à vraiment côté. En fait, j'ai organisé ma vie autour de ça, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion d'engagement, comme tu le dis. C'est-à-dire qu'on a un phénomène aujourd'hui un petit peu trop facilité par le zapping. Je vais dans un club, je vais dans l'autre. Je ne suis pas content, un conflit, je vais ailleurs. Alors que là, il y a une longévité qui est basée sur la notion d'engagement. Et elle permet de faire vraiment de très belles choses. Comme tu dis, maintenant, c'est une seconde famille. C'est quand même pas négligeable. Non, mais là, on m'avait proposé un poste de directeur technique en fusionnant plusieurs clubs. J'ai refusé. J'ai refusé parce que je ne voulais pas perdre le côté familial du club de Luc. Je vais prendre 56 ans, donc je n'ai pas envie non plus de m'investir. Tu es encore jeune, c'est bien. Oui, bien sûr. Donc, on a le même âge, hein, donc je peux me permettre. Donc non, on a pesé le pour et le contre. J'ai été flatté parce qu'on aurait eu un gros dojo, on aurait pu avoir un club plus fort, mais on perdait notre identité. Pas facile. Donc mes fidèles, parce que ce sont des fidèles, hein, il y en a que j'ai depuis l'âge de 5 ans, donc ils sont nés en 85, donc 37 ans, donc ça fait 32 ans que je l'ai en cours. 32 ans, c'est énorme. Hein. J'en ai 3 ou 4 comme ça. Donc j'ai écouté leurs conseils, ils m'ont dit non, on va perdre notre identité. Et moi, être directeur technique d'un gros club, non, j'ai déjà assez de boulot comme ça, quoi. Il y a déjà, oui, encore une question. Et puis ça sera pour conclure, puisque Olivier a. Bon, ça va, je cours vite. Ça va aller. Ouais, Non, c'est pas loin. Travaille à 15h, donc un timing un peu serré. Donc pour conclure, vas-y. Pour vous, quelles sont les compétences principales pour être prof de judo, mais surtout comment vous faites pour allier le fait que vous soyez professeur de PS, prof de judo, mais surtout qu'il y a de l'investissement le week-end forcément au niveau des compétitions, des stages que vous faites, savoir c'est quoi les compétences pour lier tout ce cercle avec la vie forcément personnelle aussi. Alors, si je devais trouver un seul mot, ça serait organisation. Voilà. Organisation, parce que oui, c'est parfois compliqué. Hein. Alors, il n'y a même pas que les compètes, il y a les cours. Hein. Quand vous êtes en conseil de classe le soir et puis que derrière, il faut courir pour aller au club. Bon, là, j'ai de la chance, c'est que j'ai des enfants qui sont quand même de plus en plus grands. J'ai développé un réseau. Je sollicite des remplaçants. Quand je pars en séjour neige et que j'assure pas un cours au club, je suis remplacé. Donc, aux compétitions, je peux pas y aller non plus tous les week-ends. Mais bon, hier c'était 6h du matin, 19h, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut t'organiser. Lourd, hein. Et puis, ça peut être très lourd. Alors maintenant, voilà, moi, j'ai été clair sur les prix. J'ai expliqué à mon club, j'ai dit, parce que quand vous êtes agent public ou fonctionnaire, vous êtes obligé de demander l'autorisation à votre patron pour cumuler. Donc moi, j'ai une autorisation de cumul pour entraîner à Luc. Mais donc, mon métier principal, c'est prof de PS. C'est pas prof de judo. Faut pas l'oublier. Prof de judo, c'est annexe. Donc, je leur ai dit, mon métier principal, c'est prof de PS. Donc, quand j'ai des conseils de classe, quand j'ai des réunions, quand j'ai des compètes sportives autres que judo, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, on remplace, on fait... Il y a des années, c'est plus facile que d'autres.
Et puis, en compète, la fois dernière, j'étais au ski. Du coup, j'ai envoyé mon président. Voilà. Et on s'organise comme ça. Et puis, et on s'arrange en toute convivialité. Et puis, voilà, chacun s'y retrouve. Mais c'est difficile. Et après, il faut aussi peut-être... j'ai mis mes 3 fils dans le judo, comme ça c'est déjà pratique. Je les ai avec moi au club. J'ai mis ma femme aussi au club. J'essaie de... Quand on fait une réunion de bureau à la maison, comme ça j'ai des gens qui sont au club, qui sont en même temps des amis. Et puis ça, tu vois, bon, la semaine prochaine je vais aller au comité départemental. Je suis pas là le soir, quoi. Et je me suis donné des cours que 2 soirs par semaine. Je fais mardi soir, mercredi après-midi, vendredi soir. Ah bah oui, avec le samedi matin. Tu m'étonnes. Eh bien, Olivier, merci beaucoup à toi. Un témoignage vraiment pratico-pratique, comme tu le disais. Et je pense que là, c'est quand même très, très intéressant d'avoir le point de vue d'Olivier, notamment dans une activité qu'on n'avait pas eu encore l'occasion d'illustrer à travers ces conférences. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, dans le protocole, maintenant, eh bien, il y aura le compte-rendu qu'on te fera parvenir. Sinon, après, s'il y en a qui ont des questions... Oui. Alors, tu nous autorises à diffuser ton adresse mail, par exemple? Oui. Ouais, moi, je réponds régulièrement aux questionnaires d'étudiants, en master ou en DE. Bon, super. Je vous l'ai dit, j'ai été aidé. La fois dernière, je crois qu'il y avait une enquête, je ne sais pas si la fille était... Non, c'était master de géographie. Oui. Elle faisait une enquête sur le judo et sa répartition dans le Calvados ou la Normandie. Ouais, donc on a eu un questionnaire et j'ai répondu au questionnaire. C'est normal, si on ne le fait pas, qui le fait? Donc vous savez que si vous avez d'autres questions... Non, je demande à Frédéric mon mail. Voilà, je vais le mettre sur la petite slide. Voilà. Très bien, merci à toi. C'était super intéressant. Merci beaucoup.